Bonjour, Ciné-Chat, c'est le podcast qui porte un regard unique sur la pop culture. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur The Big Lebowski, sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles, Paris et Biarritz, je suis votre hôte Hervé Berino, si vous n'êtes pas branché brièveté, et mes ciné-dudes sont... Laurent Vachaud, Nobody fucks with a Vachaud. Philippe Sedbon, Shut the fuck up, Donny. Et bienvenue dans Ciné-Chat. Ah, bravo, vous vous êtes entraîné sans moi. On commence à devenir bon. Ravi de vous retrouver, mes ciné-buddies. Ça fait un bail, comme dirait Nathalie. Et oui, rien n'a changé, toujours au sommet. Ciné-Chat revient tout nu et tout bronzé pour ce premier numéro de la saison en plein cœur d'un été caniculaire, digne de soleil vert. Mais heureusement, le podcast, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Alors j'enfile sans plus tarder mes chaussures Méduse, tandis que Laurent astique sa boule de bowling et Philippe roule un gros en préparant les White Russians et en nous racontant les origines du film dans un chapitre intitulé « Passe-passe, le ouin, j'y a du monde sur la corde à linge ». Alors, les origines du film, je ne me suis pas trop documenté dessus. Par contre, je peux les voir en regardant le film. Je les ai vus cette fois. En fait, c'est tout simplement un remake du Grand Sommeil de Chandler, où il a démonté tout le mécanisme. C'est-à-dire, le héros est censé être un privé engagé par un milliardaire pour retrouver sa fille, ce qui est le même principe, à part que le mec est un faux milliardaire, la fille n'a pas été enlevée et le héros n'est pas un détective. Donc, à partir de là, tout le film, c'est ça. C'est-à-dire, dès qu'il y a un truc à ne pas faire, il le fait. Toutes les comment dire, les balises, les choses qu'on connaît dans le polar, il les démolit au fur et à mesure, et ça devient complètement dérisoire. Ça part en sucette dans chaque scène, et c'est un régal, encore plus un régal, si tu connais bien les ficelles du polar, bien sûr. C'est vrai, ce qui est drôle, c'est que Chandler rencontre un peu Cheech and Chong, parce qu'il est toujours sous influence, le dude, comme on va voir, et ça altère son mode de détection, comme on va le voir également. Oui, mais au commencement, conformément aux écritures, il y avait Jeff Dowd. Tu connais Jeff Dowd, Laurent? Non. C'est un producteur, c'est un activiste, en fait, qui a rencontré les frères Cohen à l'époque de Blood Simple, où ils venaient présenter le film à Los Angeles, et d'ailleurs où ils ont vécu un petit moment avec comme roommate, on le sait, Sam Raimi. Il y avait également Frances McDormand, bien sûr, Holly Hunter et Kathy Bates, curieusement. Oui, oui. C'est bizarre parce qu'elle n'a jamais travaillé ni avec les frères Cohen, ni avec Sam Raimi. Peut-être qu'ils se sont mal entendus comme roommate, genre Misery, tu sais, quelqu'un a bougé son pingouin. C'est basé sur des amis des frères Cohen aussi, sur certaines autres de leurs connaissances, en particulier le personnage de Walter qui est basé sur plusieurs personnages, dont John Milius. Il a dû se sentir flatté, Milius. Et au départ, en fait, Jeff Dowd, je crois que c'était un champion plutôt de softball, tu sais, qui est une version plus soft donc du baseball avec une plus grosse balle. Et ils ont changé ça en bowling et c'est vraiment devenu un film de bowling, à tel point que ton ami William Goldman, Laurent, a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas un grand tournoi de bowling à la fin, puisque la plupart des scènes se terminent par eux disant « Let's go bowling », allons jouer au bowling. Et en fait, ça va nulle part. Oui, t'as remarqué qu'on ne les voit jamais jouer? On ne voit jamais jouer ni Turturro ni Bridges. Si, non, pas Turturro, pardon. Ni Goodman ni Bridges. C'est vrai. Bridges, tu le vois jouer dans le rêve là, quand il est avec Julianne Moore. Robert Duvall est pressenti au départ pour le rôle du Big Lebowski, le milliardaire dont tu parlais, Philippe, mais il refuse, il n'aime pas beaucoup le script. Je crois qu'ils ont même, au départ, pour Big Lebowski, ils ne l'ont pas écrit en pensant à Jeff Bridges, tu savais ça, Laurent? Ah non, non, c'est l'autre qui croyait il disait vous m'avez connu quand j'étais jeune homme, non, parce que j'étais exactement comme ça, quoi. Je crois quand il a lu le scénario, il a trouvé qu'il ressemblait à ce qu'il était quand il était plus jeune, quoi. C'est vrai, mais ça, c'est après qu'il était choisi pour le rôle, parce qu'au départ, les frères Cohen, bon, ils disent qu'ils écrivent parfois pour des acteurs en tête, comme ils avaient Goodman et Buscemi, avec qui ils avaient travaillé précédemment sur Barton Fink et sur Miller's Crossing, entre autres, et Raising Arizona Junior. Mais ils n'avaient pas un acteur précis en tête pour le Big Lebowski, pour le dude. Et ils vont voir Mel Gibson. Ils vont à un meeting avec Mel Gibson. Ouais, ça aurait été un film très, très différent. Et Mel Gibson ne les prend pas au sérieux, ne prend pas le pitch au sérieux. Et finalement, c'est là qu'il pense à Jeff Bridges, qui a le même nom que son personnage, Jeff Lebowski, c'est comme Jack Torrance et Jack Nicholson. Et c'est vrai que c'est basé un petit peu, on lui demande
sur qui il a basé son jeu, il s'est basé essentiellement sur lui-même, Jeff Bridges, il le dit. Et il s'est même laissé aller un peu physiquement pour le rôle, parce qu'il était plutôt en forme. Il sortait de films comme Against All Odds, de films comme ça, mais on va parler un peu plus de lui un peu plus tard. David Huddleston, il est formidable, je trouve, justement, c'est lui qui a le rôle du Big Lebowski. Il avait croisé la route de Jeff Bridges. Ah oui, il avait déjà tourné avec Jeff Bridges, effectivement, dans un western. Ouais, tu l'as vu, Laurent, Bad Company? Oui. Moi, je l'avais vu, David Huddleston, je crois que je l'avais vu dans Frantic de Polanski. Il jouait un mec que Harrison Ford croisait à Roissy quand il allait chercher sa valise. Il y avait une bande d'Américains. Fais-le-moi avec la voix de Polanski, s'il te plaît. Avec Alexandra Stewart qui était là aussi, je me souviens. Mais pour fêter notre retour, allez. Non, pas tout de suite. Non, un peu plus tard. Un petit teaser pour la suite de l'émission. Anthony Hopkins, Gene Hackman, qui heureusement fait un break à l'époque, sont justement pressentis pour le rôle du Big Lebowski, le riche, le milliardaire, Norman Mailer, George C. Scott et même Ernest Borgnine. Donc, ils sont un peu dans tous les sens pour ce casting-là. Et ils considèrent à un moment Charlize Theron pour le rôle de Bonnie Lebowski, qui serait jouée par Tara Reid, une actrice qui a un peu disparu dans les limbes, à la manière d'une Lindsay Lohan. Vous connaissez Tara Reid? On la voit quoi, même pas une minute en tout, non? Non, c'est vrai. Et sa carrière a duré à peine plus longtemps. Notamment, je crois, dans les films American Pie, tu sais, où Jason Biggs baisait un gâteau, une tarte aux pommes. Ça. Je savais que ça me mettrait un sourire sur le visage de Philippe, mais ça marchait très fort ces conneries à l'époque. Mais ouais, mais elle a été dans un des pires films de l'histoire du cinéma, Tara Reid, on pourra faire un cinéflop dessus un jour. C'est un metteur en scène allemand qui s'appelle Uwe Boll, que vous connaissez peut-être, qui a fait un film qui s'appelle Alone in the Dark, pas celui avec Jack Palance et Martha Landau, qui était plutôt réussi, de Jack Shoulder, mais celui avec Christian Slater et Steven Dorff et Tara Reid, qui, dans la grande tradition des James Bond, joue une scientifique, tu sais, genre spécialiste. Casting de choix et casting parfait, je trouve. C'est un casting parfait. C'est un des plus mauvais films de l'histoire du cinéma. Je vous le recommande si vous voulez vous en payer une bonne tranche. À propos de bonne tranche, David Huddleston, on peut dire qu'on l'avait vu quand même dans Le shérif est en prison. Ah bah alors oui, moi je me souvenais plus de lui là-dedans. Ouais. Et dans les producteurs, et comme tu le faisais remarquer, Philippe, il a retiré une dent à John Wayne dans un western. Dans Rio Lobo, ouais. Dans Rio Lobo, c'est ça. Ouais. Is it safe, il disait avant, c'est ça? C'est ça. Avec l'accent allemand. Je mélange tous les films. À propos de Mashup, il devrait faire une version western de Vol au-dessus d'un nid de coucou, Rio Lobotomie. Ils voulaient aussi, finalement, comme ils avaient beaucoup d'idées, les frères Cohen, pour le casting du Big Lebowski, le vieux, ils voulaient Brando. Et ils arrêtaient pas. C'est bien. Ouais, ça été génial, ça. Ouais, mais il était en mauvaise santé à l'époque. Et finalement, c'est le grand David Huddleston. Maud, le personnage joué par l'extraordinaire Julianne Moore, est un petit peu parodique, je trouve, dans le film, non? Comme les nihilistes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tout me fait rire dans ce film, donc je ne peux pas dans séparer. Mais je trouve qu'on parlait de Mel Brooks, les nihilistes et elle appartiennent presque à un film comme Les Producteurs, où était d'ailleurs David Huddleston aussi. Ouais. On est beaucoup plus dans la parodie, dans le burlesque. Et parfois, c'est un peu, il y a une différence de ton, si tu veux, comme si on zappait dans le même film, notamment avec ces morceaux musicaux dont on va parler, inspirés de Busby Berkeley, et qui n'est pas fatalement ce que je préfère dans le film. Mais on en parlera tout à l'heure. Et la scène avec Ben Gazzara est quasiment sérieuse. Voilà. Laurent, tu disais que Ben Gazzara ressemblait à Jean-Louis Livy. Mais moi, la première fois que j'ai vu Jean-Louis Livy, c'était quand même il y a très longtemps, je me souviens, en 83. Je me souviens très bien, parce qu'à l'époque, tu sais, quand tu avais rendez-vous avec quelqu'un, tu ne savais pas quelle tête il avait. Et je me souviens que quand je l'ai vu, la première chose que j'ai pensé, c'est Ben Gazzara. Ouais, Jean-Louis Livy, grand agent et grand producteur. Et je précise que tu avais 14 ans, tu étais le plus jeune scénariste de France. Non, j'avais 17 ans, mais j'étais encore au lycée, je ne savais pas du tout même ce que c'était qu'un impresario. Il avait lu un scénario que j'avais écrit qui avait gagné un prix, un prix de la Fondation Philippe Maurice à l'époque, ça s'appelait, au Festival d'Avoriaz.
Wow. Et il m'avait convoqué, il était très gentil. On avait discuté comme ça pour savoir ce que je voulais faire plus tard. Et tu avais l'impression d'être le dude avec Jackie Treehorn. Oui, pendant tout l'entretien, j'arrtais pas de penser, parce qu'à l'époque, moi, je voyais les films de Cassavetes qui étaient ressortis en salle. Je me souviens, le meurtre des bookmakers chinois, j'avais pensé à ça pendant toute la... Mais il y a une élégance, il y a quelque chose d'un peu impressionnant comme ça, effectivement, chez les deux. On peut parler des autres acteurs du film, les nihilistes en particulier. On reconnaît le grand Peter Stormare, dans tous les sens du terme, qui était le blond de Fargo. D'ailleurs, vous savez, il a un groupe de rock qui s'appelle The Blonde from Fargo. Oui, c'est parfait. C'est vrai. Et il est formidable. Il a fait une vraie carrière à Hollywood en jouant des méchants. Et c'est une espèce de Klaus Kinski sans le côté problématique dans la vie. Et il a commencé chez Bergman. Ah oui, il est après la répétition, je crois. Hein, c'est ça, C'est ça. Avec Lena Olin. Et au théâtre, je crois aussi, avec Bergman. Flea, vous connaissez Flea? Oui. Qui est-ce, Laurent? Je ne sais pas, Flea. Flea, c'est le bassiste des Red Hot Chili Peppers. Flea, F-L-E-A, comme une puce de cirque. Flea, c'est de bon. Et qui joue un des nihilistes. Et à un moment, il a une scène carrément sur lui qui dure 3 minutes où il rampe par terre, t'as vu? Après avoir reçu une boule de bowling dans le bas-ventre. Et il y a une interview 25 ans après de John Goodman, Buscemi et Jeff Bridges où ils disent, je crois que c'est Jeff Bridges qui dit que les frères Cohen voulaient que ce soit la bande-annonce, juste Flea sur le sol en train d'agoniser de douleur, tu vois. Et c'est vrai que Flea, il a une carrière très curieuse parce que je crois qu'il est dans un des Back to the Future, il est dans les films de Gus Van Sant. Enfin, il apparaît comme ça de façon périodique. Et c'est un des plus grands bassistes de punk-funk de l'histoire du rock. Un genre qui est né à Los Angeles, on va parler des films de Los Angeles, avec un groupe qui s'appelle les Minutemen. J'ai l'impression d'être un DJ des années 90. Vous croyez que c'est une référence Big Lebowski, c'est Big Sleep, il y a une référence, vous croyez? Sûrement. Parce que je me demande pourquoi c'était Big Lebowski, parce qu'il est un peu gros, oui, mais c'est pas... Oui, et puis le The avant, ça fait penser aussi à The Long Goodbye. Oui, je pense que c'est une référence à tout ça, à part que là, c'est le nom du mec, mais... C'est ça. Non seulement le roman de Chandler dont tu parlais, mais surtout aussi le film de Altman, où cette même errance dans un supermarché d'Elliott Gould, qu'on retrouve avec le Dude. C'est une grande présentation de film, d'ailleurs, le Dude qui arrive. Dans le Altman, tu sais, t'as Marlowe, il habite un appart, et en face, tu vois des espèces de défoncés toute la journée qui sont en train de... Et tu te dis, le Dude, ça pourrait être un des mecs, tu sais, en face. Mais tu parles de précurseur au Dude. Moi, j'en ai trouvé un. Je n'y avais pas pensé, mais j'y ai pensé pour l'émission. Je vais vous donner un indice. Il s'appelle Floyd. Ça vous dit quelque chose? C'est Brad Pitt dans True Romance. Ah oui. Ah, mais oui. Qui a ce même côté déchiré, tu sais, et complètement à côté de la plaque à cause de ça. Je crois que Brad Pitt, dans True Romance, il se lève pas une seule fois du canapé, je crois. Il est couché sur le canapé pendant tout le film. Ah, c'est un personnage à la Beavis et Butthead, mais j'ai retrouvé ce côté dude. Le dude, tu as vu, il inspire d'ailleurs une religion maintenant, qui s'appelle le dudeisme, où en plus de festivals dont nous allons parler, les gens se retrouvent pour prier et pour citer des passages du film. John Turturro. Nobody fucks with the Jesus. Il est formidable, il a un tout petit rôle. Il ferait une énorme erreur qui est de vouloir faire un spin-off et faire un remake des valseuses en même temps. C'est-à-dire que mélanger le Big Lebowski aux valseuses, alors que dans les valseuses de Ver et de Pardieu, il y avait une vingtaine d'années, il est avec Bob Cannavale, ils ont tous les deux 60 ans, donc c'est plus du tout la même dynamique. Ah bon? Et heureusement, j'ai pas vu ce film et nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Je savais pas qu'ils avaient fait un remake des valseuses. Personne, en fait. Ici, ça s'appelle Jesus Rolls. Et c'est donc Turturro qui met en scène, je crois. Et ça n'a pas dû être très convaincant parce que j'en ai jamais entendu parler. Non, voilà, donc nous n'en dirons pas plus. Nous parlons plutôt d'un bon film. Tu as vu, il y a une espèce de narrateur omniscient, comme dans Barry Lyndon. Cette fois-ci, c'est un cow-boy. On va parler de beaucoup de western aussi, qui est un genre dans lequel les frères Cohen se sont illustrés. On voit qu'ils adorent le western probablement. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce cow-boy? Tu disais, Philippe, que c'était peut-être un ami imaginaire du dude. Moi, je pense que c'est un ami imaginaire. Il doit aimer les westerns. Il en regardait toute la journée sur son canapé. Et donc, quand il a besoin de parler à quelqu'un, il parle à un cow-boy. En fait, c'est une sequel de Toy Story entre Andy et Woody. Il n'y a qu'à lui qui parle, non, en fait, dans le film. Oui, il est joué, il faut le dire, par Sam Elliott.
et son extraordinaire moustache, Sam Elliott qui a eu une étrange carrière. Il a un peu la manière de Jeff Bridges, il méritait peut-être une carrière un peu plus avec plus de succès. Mais en tous les cas, c'est vrai qu'il était étonnant en gourou dans Roadhouse, un film où Patrick Swayze était leader, philosophe. Avec Ben Gazzara aussi, d'ailleurs. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il est surtout connu aussi pour être le mari de Katharina Ross, tous ceux qui jouaient dans Butch Cassidy et le Kid et dans Le Lauréat. C'est une très très belle actrice là, qui a même fait un film français avec Philippe Labro, le hasard et la violence, qui est un nanar incroyable. Avec Yves Montand. La spécialité, c'est de trouver des films français avec des Américains qui ont joué dedans et des films la nana, improbables. Je ne sais pas si c'est tourné avec Yves Montand, mais tu te demandes qu'est-ce qui a fait qu'elle est allée tourner ça, tu vois, parce que c'est franchement, Labro a fait 1 ou 2 polars qui sont très. En attendant, Roman, tu peux nous faire Yves Montand? Petit teaser pour la suite de l'émission. Non, je finis. Pourquoi je parlais de ça, c'est que pendant le tournage de Butch Cassidy et le Kid, Katharina Ross était en couple avec le directeur de la photo qui s'appelait Conrad Hall. Wow. Et après, ce qui est marrant, c'est que Sam Elliott joue dans Butch Cassidy et le Kid. Absolument. Tu le vois au début, tu sais, alors, il fait un des mecs avec qui Robert Redford joue aux cartes. Oui, bien sûr. C'est drôle comment elle l'a retrouvé après, alors que le mec est déjà là, tu vois. Quoi. Elle l'a pas rencontré sur le plateau de Butch Cassidy. Après, enfin, elle l'a peut-être croisé, j'en sais rien, mais en tout cas, ils se sont mis en couple bien plus tard. Quoi. C'est étonnant. Mais c'est vrai qu'on parlait d'amis imaginaires. Est-ce qu'il y a eu une théorie qui est intéressante dont Jeff Bridges parle, c'est des fans qui lui en ont parlé. Ils disent aussi que, bien sûr, Donnie serait un figment de l'imagination de Walter et même peut-être un de ses amis mort dans ses bras au Vietnam. Et non, parce que les deux, il parle à d'autres personnes que c'est Steve Buscemi, Donnie. Oui, mais il parle à personne, Donnie. Il parle à personne, Donnie. Il parle à personne et Jeff Bridges s'adresse à lui à un moment, mais Jeff Bridges explique ça dans l'interview en disant, mais en fait, il fait ça pour se moquer de Walter parce qu'il était au courant de sa lubie avec son ami imaginaire. Ils vont disperser ses cendres après, quoi. Donc il existe forcément. Ouais, non, moi je suis d'accord, mais ça faisait partie de ces théories. En fait, les frères Cohen sont comme Kubrick. Ils ont leur côté chambre 237 où tu as plein de gens qui échafaudent des théories sur leurs films. Le Big Lebowski, nous, on aime bien et ça nous fait marrer, mais je t'assure que je connais plein de gens qui n'aiment pas du tout ce film. Quoi. Enfin, bien sûr, je comprends. Ils ne comprennent rien, que ça emmerde, tu vois. Enfin, le film est un peu long, il faut bien le dire. J'aurais bien enlevé 20 minutes et ses numéros musicaux, je trouve. Mais... Moi, je me souviens très bien, la première fois que je l'ai vu, je n'étais pas convaincu. Hein. C'est en le revoyant que j'ai pris du plaisir, mais la première fois, je me demandais ce que c'était que ce truc. Tu vois. Mais c'est le type même d'un film culte, quand même, qui a trouvé son public avec le temps. Je ne crois pas qu'il a été effectivement un énorme succès, en particulier comparé à Fargo et les Oscars et tout. Non, mais tu comprends rien. Enfin, remarque, c'est voulu, puisque le grand sommeil, tous ces trucs-là, tu comprends rien non plus. Hein, mais par moment, là, je me disais, mais pourquoi le coup du... Parce que tu as un leurre dans le leurre. Quoi, tu vois, enfin, tu as le mec qui met pas l'argent et en même temps, tu as l'autre qui balance une valise avec ses affaires perso de toilette, ses slips et tout ça. Donc, en fait, tu as deux leurres. Enfin, normalement, le scénario est terrifiant parce qu'en fait, au départ, la fille est censée se faire enlever et on demande une rançon. Ensuite, on croit, parce que des personnages le disent, qu'elle a organisé elle-même son propre enlèvement. Et à la fin, il se révèle que c'était ni l'un ni l'autre. En fait, elle allait visiter des gens plus loin et elle revient toute seule. Donc, tout a été inventé. C'est basé sur du vent, quoi. Et c'est ça qui, moi, j'adore personnellement. C'est le schéma de Fargo, mais complètement rendu absurde. Tu vois, c'est ce que j'aime dire. C'est une version bizarro de Fargo, Fargo. C'est étonnant d'avoir suivi Fargo avec ce film-là. Et c'est toujours... Tous les films des frères Cohen sont des histoires de kidnapping ou en tous les cas des histoires de crapules. Parce qu'ils les écrivent. Tout se met à déconner. Ils les écrivent un peu en parallèle et je crois que quand ils sont bloqués dans un scénario, ils le mettent de côté et puis ils en reprennent un autre. Donc forcément, tu as les thèmes, il doit y avoir une interpénétration des sujets. Absolument, parce qu'ils devaient faire le Big Lebowski avant Fargo et ils avaient écrit le scénario pendant Barton Fink. Donc ils sont très prolifiques. Franchement, entre nous, là, on a tous écrit des scénarios. Je pense que si ce n'était pas les frères Cohen qui donnent ce scénario-là à faire à un metteur en scène lambda, je suis sûr que c'est une catastrophe, tu vois, parce que c'est un truc, tu ne comprends rien. Quoi. Et puis, si tu n'as pas exactement la vision, tu vois, des images... Mais c'est un petit peu comme Tarantino. Les sous-Tarantino ou les sous-frères Cohen, c'est très casse-gueule. Tu vois, il y a un film qui s'appelle Bullet Train qui vient de sortir avec Brad Pitt. Ce serait plutôt La Boulette Train, tu vois. Et ça a l'air d'être vraiment un sous-Tarantino avec encore des gangsters comiques.
C'est Guy Ritchie a fait ça de temps en temps. C'est un film de baston, c'est juste un film de baston, ça. Non, je l'ai pas Non, vu. c'est comme Smoking Aces, tu sais, de Joe Carnahan, je crois qu'il s'appelle. J'aimais pas du tout ce Où truc. tu avais tout d'un coup, ce sont les héritiers des tontons flingueurs, mais en moins bien. Avec plein de cascades et d'effets spéciaux et de fonds verts. Mais le film est très anachronique parce que le bowling, c'est plutôt un truc des années 50 et 60. Bowling, mon ami, bowling. Et le film se passe en 91, alors que c'est un film de 98. Donc, c'est un film d'époque. On voit que c'est au moment de l'invasion de l'Irak et que tu as le père Bush à la télévision pendant qu'il fait ses courses chez Ralph. Mais le bowling est très cinématographique aussi. À la même époque où, 2 ans avant même, il y a un film qui s'appelle Kingpin. L'avez-vous vu? Oui, je l'ai oublié. Très bon film des frères Farrelly avec Bill Murray et Woody Harrelson. J'ai pas vu. Et aussi Randy Quaid, le frère. Moi, je suis pas très frère Farrelly. J'aime bien Mary a tout, Something About Mary, là, mais les autres, ça m'a jamais vraiment convaincu. Je suis d'accord avec toi, mais celui-là, c'est un des bons, en particulier la performance de Bill Murray, où il joue un personnage qui a un comb-over. Tu sais, c'est quand tu te coiffes les cheveux quand tu n'as pas de cheveux et que tu les coiffes sur le côté pour cacher ta calvitie. Et à la fin, il a la même coiffure que Woody Harrelson. Non, leurs cheveux se sont hérissés sur leur tête et on dirait qu'ils ont 2 crêtes de poule au moment où ils vont jouer au bowling. Et c'est totalement fou, tout d'un coup, c'est surréaliste. Et c'est un film assez triste, en fait. Plus émouvant par moments, plus comédie italienne. Donc, je vous le recommande avec cet univers de bowling qui est toujours donc très cinématographique. On voit d'ailleurs dans There Will Be Blood, la scène de bowling. Dans Les Valseuses, il y a une très belle scène de bowling aussi. Mm-hmm. Donc, en fait, quand tu tournes dans un bowling, ça fait ta mise en scène. Tu sais, les quilles qui tombent, les boules qui roulent. D'ailleurs, ils font des plans un peu à la Sam Raimi. Tu as vu, ils inventent des mouvements de caméra pour aller suivre les boules jusque dans les trous. Tout est porno, comme au billard, dès qu'on se met à parler de bowling. Mais parlons maintenant un petit peu des films de Los Angeles dans un chapitre intitulé Blood stains the roof and the palm trees of Venice. Blood stains the roofs and the palm trees of Venice. Dans le désordre des films comme Heat, Sunset Boulevard, Baby Jane, Whatever Happened to Baby Jane, bien sûr. Le Big Lebowski, c'est Whatever Happened to Mary Jane, plutôt. Mm. Et Pulp Fiction, que vous avez des films que vous aimez, qui sont vraiment des films de Los Angeles. Ah oui. Mulholland Drive. Ouais. Chinatown. Exact. Très beaux exemples. C'est quoi ce film où, tu sais, où il y a une bombe nucléaire dans une valise? C'est Kiss Me Deadly, c'est ça, non? Ouais. Oui. Ouais, ça aussi, c'est un film sur Los Angeles qui a beaucoup inspiré Tarantino, en particulier cette valise dans Pulp Fiction. Boys in the Hood, Le Terminator, les films de Paul Thomas Anderson. On verra d'ailleurs beaucoup d'acteurs en commun dans les 2 films. Le grand Philip Seymour Hoffman, Philip Seymour Hoffman, qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Le lauréat Shampoo, dont nous avons parlé de long en large. Laurent, tu te rappelles? Oui. À découvrir ou à redécouvrir sur Cinebuddies. Il y en a un autre que je n'ai pas aimé aussi, mais qui est vraiment sur Los Angeles et vraiment très utilisé. Est-ce que c'est pas par hasard Inherent Vice qui était raté de Paul Thomas Anderson? Ça, je n'aimais pas non plus aussi. Mais c'est Silver Lake, le Under the Silver Lake. Ah oui, pourtant un film du metteur en scène de It Follows que j'avais beaucoup aimé. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça m'avait un peu gonflé, mais disons que je me souviens qu'il y avait une vision de Los Angeles qui était assez originale, quoi. Ah ouais, avec Andrew Garfield, un acteur que j'aime beaucoup, mais Inherent Vice, c'était The Bad Lebowski. Ça nous montrait un petit peu comment. Moi, j'étais pas allé au bout, tellement ça. Et ils essayaient de faire aussi une histoire incompréhensible, mais. Mais là, c'était non plus. Et pas le plus doué pour la comédie. Il y a par ailleurs un acteur merveilleux, mais là, c'était beaucoup moins charmant que ne l'est Jeff Bridges. Et au départ, c'était pas Joaquin Phoenix qui était pressenti par Paul Thomas Anderson, c'était, vous le savez? Non. Robert Downey Jr. Oh, ça aurait été pire encore. Non, je suis pas sûr, parce que quand tu vois Kiss Kiss Bang Bang ou même certains passages d'Iron Man, il est plus doué pour la comédie que Joaquin Phoenix, je trouve personnellement. IMHO, comme on dit. Il y avait aussi The Nice Guys, les films de Shane Black, des films quintessentiels de Los Angeles. Et maintenant, je passe le joint à Laurent, qui nous parle du Dude en personne dans un chapitre intitulé « Non, Jeff, t'es pas tout seul ». Bon, alors Jeff Bridges, qui est moi un comédien que j'aime beaucoup, il vient d'une famille, ça c'est assez connu, il vient d'une famille, déjà ses parents étaient en tout cas son père était un acteur très connu qui s'appelait Lloyd Bridges. Il a un frère aîné qui s'appelle Bew Bridges, qui a joué dans... Comment tu prononces le prénom de son frère? Bew. Bew? Non, c'est beau. C'est beau, ouais.
On dit bio normalement. On te dit que vous êtes très bio, monsieur. Si, parce qu'on disait The Last Remake of Biogest, tu sais, le truc sur peut-être, effectivement. Donc, tu as raison, continue, pardon. Et donc, ce qui est drôle, c'est qu'au départ, donc, il ne voulait pas spécialement être acteur, il paraît, Jeff Bridges, et puis il s'intéressait plutôt à la musique, tu vois, enfin, il voulait plutôt s'orienter là-dessus. Et ses parents, son père surtout, voulait vraiment, lui, qu'il prenne la suite. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a joué dans un film à l'âge de 6 mois déjà. Tu vois, il joue un bébé dans le Cuirassé Potemkin. Non, un film qui s'appelle The Company She Keeps. Tu vois, c'est un truc vraiment pas très connu, mais c'est avec la comédienne Jane Greer. Tu vois. Et ils avaient besoin d'un bébé à un moment, et la mère de Jeff Bridges était copine, je crois, avec le metteur en scène, et lui avait dit tiens, prends mon fils qui est tout petit là. C'est drôle, c'est comme Sofia Coppola dans Le Parrain. Voilà, et donc tu vois Jeff dans une scène où tu as Jane Greer qui le tient dans ses bras comme ça. Et ce qui est drôle, c'est que des années après, Jeff Bridges a fait un film avec Jane Greer, tu vois. Qui était le remake de Out of the Past, tu vois, un film Against All Odds. Voilà, Against All Odds, dans lequel aussi Jane Greer jouait, mais elle jouait le rôle. Bon film, je crois. Je me rappelle plus très bien, mais c'était pas mal. C'est bien, ouais. L'autre là, c'est pas terrible, non. Comment ça s'appelait Against All Odds. Oui, c'est ça, mais ce qui est drôle, c'est donc, il lui a dit, mais tu sais que c'est moi que tu tenais dans tes bras quand tu es dans la scène de la gare avec le bébé, quoi. Et l'autre, elle avait même pas, elle se rappelait même plus, tu vois, que c'était lui. C'est drôle, mais son père, effectivement, le met quasiment de force dans ses séries télé comme Sea Hunt, tu sais. Donc, il voulait vraiment qu'il continue. Et progressivement, en fait, c'est à partir du film de Bogdanovich en 70, 71. 71, ouais. Last Picture Show, c'est là vraiment que c'est devenu plus sérieux pour lui, parce qu'il a été très remarqué et que le film a quand même eu un accueil critique assez favorable. Et à partir de là, il a enchaîné tout de suite après sur, je crois, Fat City avec John Huston, qui est un très très bon film aussi. Ouais. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est un des rares, en fait, il a tout joué. C'est-à-dire que tu peux trouver dans sa filmo aussi bien des ordures, des playboys. Enfin, le gars n'est pas typecasté. C'est-à-dire, tu peux lui faire jouer n'importe quoi à Jeff Bridges. Et tu sais qu'en fait, il devait jouer à un moment, quand Taxi Driver était censé se tourner à Los Angeles par Robert Mulligan, c'était censé être Jeff Bridges qui devait jouer Travis Bickle. Tu vois, ça aurait été autre chose, surtout à Los Angeles. Et donc, après, si tu veux, il était connu aussi, Jeff Bridges. Il aimait donner leur chance à des jeunes cinéastes, c'est-à-dire qu'il jouait souvent dans des premiers films. Et ça lui portait chance, c'est-à-dire parce qu'il avait, je sais pas, tu vois, il a fait le premier film de Michael Cimino, qui s'appelait Thunderbolt and Lightfoot, le Canardeur en français, un film que j'aime beaucoup. Et il a fait un film qui s'appelle The Contender aussi, qui s'appelle de Rod Lurie. Enfin, il a fait plein de premiers films qui souvent se sont fait remarquer. Ouais. Et en même temps, dans le métier, il est connu comme ça, comme un type qui est extrêmement avenant auprès des débutants. Mais il a eu des longues périodes de passage à vide. Il a fait un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Stay Hungry, où il croise la route d'Arnold Schwarzenegger, R.I.P. Bob Rafelson. Après, Arnold, il croise la route d'un autre monstre, King Kong. Ouais. Il a tout fait. Il a fait aussi bien le mari machiavélique qui tue sa femme dans À double tranchant que le Dune. Ou The Vanishing, tu sais, le remake du film de Sweet. Ou le remake de Vanishing où il joue un psychopathe aussi, tu vois. Donc c'est une carrière extrêmement riche, ou Starman où il joue un extraterrestre. J'allais en parler. Je crois qu'il est nommé à l'Oscar. Tu te rappelles de Starman, Philippe? Ah oui, très bien. Il jouait quand même fantastiquement bien dans Starman. Ouais. Il a joué dans Tron, qui était un des premiers films, tu sais, en images de synthèse. Qui est un échec, mais qui devient un film culte par la suite. Et il a joué dans le remake après aussi, de Tron. Legacy, qui est un peu moins bon, mais qui a une musique exceptionnelle de Daft Punk. Il a joué dans un film que moi j'aime bien, qui s'appelle 8 millions de façons de mourir, avec Rosanna Arquette. Et Andy Garcia, le dernier film de Hal Ashby. Voilà, le dernier film de Hal Ashby, où il y a quand même une ou deux séquences assez brillantes. Alors, par contre, il a joué dans le seul film de Sidney Lumet qui est tourné à Los Angeles, qui s'appelle Le lendemain du crime, et qui est un film vraiment pas terrible, tu vois, avec Jane Fonda. Je l'ai pas vu. Et c'est le seul film qu'apparemment Sidney Lumet a tourné en Californie. Tu vois, parce que d'habitude, c'est toujours un metteur en scène qui tourne soit à l'étranger, soit à New York. À New York, ouais. Mais on parlait de Robert Downey Jr., il fait le méchant dans le premier Iron Man.
Jebedia Stein, je sais plus. Il y a Iron Man où il est excellent aussi. Il est dans True Grit, de nouveau pour les frères Cohen. Avec aussi dans un film qui s'appelle Suzy et les Baker Boys. Très beau film, très beau film. Ouais. Donc c'est une carrière incroyablement riche. Tu vois, il a fini par avoir un Oscar dans un film où il joue un chanteur de country, où il est d'ailleurs très très bon, qui s'appelle Crazy Heart, qui est un premier film aussi de Scott Cooper. Il a joué dans un film de Barbara Streisand. Enfin, mais sa carrière est complètement délirante. Il est fantastique dans Hell or High Water. Il est entré dans cette période de sa carrière où on comprend un peu moins ce qu'il dit. On a l'impression quand même qu'il a des billes dans la bouche à chaque fois qu'il parle. Ouais, Terry Gilliam, il a fait, je crois, 2 ou 3 films avec Terry Gilliam. The Fisher King, notamment. Il n'a jamais été vraiment considéré aussi, tu vois, grand comédien que Al Pacino. Mais il a eu des gros beats comme Tucker ou sans parler de Heaven's Gate. J'avais oublié qu'il était dans Heaven's Gate. Oui, il a fait des gros beats. Il s'appelait Bridges d'ailleurs dedans, si je ne m'abuse. Ouais. C'est drôle. Et Al Pacino ou Robert De Niro, ils ont fait des énormes bides aussi, tu vois. Mais il n'a pas eu ce même vernis comme ça. Alors que moi, je trouve que c'est un comédien formidable. Il a un peu une carrière comparable à Kurt Russell, tu sais, ce côté enfant acteur. Enfin, Kurt Russell, c'est un des rares qui aurait peut-être pu jouer le Dude quand même. Moi, je trouve plus limité Kurt Russell. Il n'a pas la richesse. L'autre, il est capable, je te dis, d'être crédible dans à peu près n'importe quoi. Tu peux le mettre dans n'importe quoi. C'est vrai. C'est également. Enfin, j'adore les deux, mais c'est vrai que c'est deux. Alors que quand il était jeune, tu vois, il avait un côté un peu Val Kilmer jeune, tu vois, un côté un peu lisse comme ça. Et je trouve qu'en vieillissant, il a gagné de l'épaisseur. Il a joué aussi dans un film qui s'appelle Winter Kills. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Ça me dit quelque chose. Un film de conspiration. C'est ça. Avec John Huston, enfin sur un truc. Oui, mais il a fait plein de films qui étaient un peu en dessous du radar, qui sont d'excellents films, comme Cutter's Way. Cutter's Way. Mais ou un truc aussi avec Edward Furlong. Un film avec Kim Basinger qui était très mauvais, je me souviens, un truc qui s'appelait Nadine. Robert Benton. Des films qui sont complètement passés à l'as, mais pourtant par des gens qui ont eu des Oscars et tout. Il a fait un film aussi avec Tommy Lee Jones qui s'appelait Blown Away. Tu vois, oui, où ils avaient tous les deux des accents irlandais. Ouais. Il y avait son père d'ailleurs. Il y avait son père, Lloyd. Ouais. Un très mauvais Ridley Scott aussi qui se passait sur un bateau, une histoire de naufrage. Enfin, oui, The White Squall. Là, c'était affreux. Et le père, quand même, Lloyd Bridges, il faut signaler quand même qu'il s'est réinventé de façon spectaculaire en acteur comique, burlesque pour les frères Zucker dans Airplane. Bien sûr. Ouais. J'ai pas choisi le bonjour. Je me souviens la réplique culte. Vas-y. J'ai pas choisi le bonjour pour arrêter de sniffer de la glu. Bizarre qu'on l'ait pas vu chez Tarantino parce que tu le verrais bien dans les films de Tarantino. C'est vrai, ouais. Pour finir, il y avait un film de lui qui n'est pas très connu, que moi j'aime bien, qui s'appelle un film de Peter Weir, qui s'appelle État second en français, je me souviens, Fearless. Sur l'accident d'avion. Ouais, il joue un mec qui a survécu à un crash aérien. Tu vois. Je me rappelle de l'affiche, parce que moi j'ai le vertige, il était sur une corniche, ça me donnait des... Il se croit invincible, indestructible, tu vois, qui marche sur les corniches d'immeubles et tout ça. Quoi. Le film était pas mal, je trouve que c'est pas un grand film. Super flippant. Philippe, t'as pas vu un film de nouvelle de Stephen King où il y avait un type qui devait traverser un hôtel par l'extérieur sur une corniche parce qu'il avait couché avec la femme d'un mafieux? Si, je l'ai vu. Et c'était justement l'acteur de Airplane qui jouait le rôle. Professeur Robert Hayes. Robert Hayes, ouais. C'était terrifiant, il croisait des pigeons et tout, il était comme ça, c'est quand même... Mais parlons un peu des frères Cohen dans un chapitre intitulé « Frères humains qui après nous vivaient, n'ayez contre nous le cœur endurci ». Un peu de poésie, ça fait pas de mal. Né dans le Minnesota, Joel a 67 ans, Ethan en a 64. Il y en a un qui est grand et l'autre qui est petit. Tu as vu, c'est un peu comme les acteurs de leur film, parce que Buscemi n'est pas très grand, alors que Goodman et Turturro font plus d'1m80. Jeff Bridges aussi est très grand. Donc dans le Minnesota, dans la banlieue de Minneapolis, comme Prince, il commence donc en faisant des films Super 8 et en étant des avides consommateurs de télévision et de films à la manière de Steven Spielberg, un parcours qu'on connaît bien maintenant. Ils refont les films, tu as vu ? Ce qu'on appelle en anglais le swedding, où tu prends un film connu et tu le refais avec des tout petits moyens. Il y avait Gondry qui avait fait un film là-dessus, avec Jack Black, ouais. Rembobiné, je ne sais plus comment ça s'appelait. Voilà, c'est ça, Be Kind, Rewind. Ouais. Et c'était pas terrible, mais ce qui est drôle, c'est qu'ils refont Lassie, alors qu'il y a un épisode de Lassie à la télévision dans lequel il y a Jeff Bridges. Oui. Joel épouse Frances McDormand
Maintenant, il s'est retiré de la mise en scène. Ethan était seul pour faire la tragédie de Macbeth avec justement Frances et Denzel. C'est le contraire. C'est Joel qui continue, je crois, et c'est Ethan qui s'est retiré. Ah, peut-être, ouais. Tu dois avoir raison, effectivement. Comme c'est souvent. Ethan qui produisait, en fait. Il paraît qu'il réalisait certaines scènes à deux, mais c'est toujours Joel qui était crédité comme réalisateur. Oui, et puis il y avait toujours un seul qui parlait aux acteurs et ils se conciliaient avant, pour pas qu'il y ait deux voix sur le plateau, effectivement. Moi, je les ai jamais interviewés, mais je sais pas s'ils donnaient les interviews à deux, je crois. Ils donnent très peu d'interviews, en tous les cas. Ils n'aiment pas du tout ça. On voit que c'est un exercice qu'ils n'aiment pas du tout. Dans Positif, ils ont donné une interview comme la plupart de leurs films, à part les plus ratés, là, mais il y a eu beaucoup d'interviews d'eux dans Positif. C'est souvent à Cannes, hein, parce qu'il y avait leurs films étaient souvent sélectionnés à Cannes. Donc ils n'aiment pas expliquer leurs films, en fait, à la manière justement des Kubrick ou même des gens comme Nicholson qui donnent aucune interview télévisée. Ils sont pas tous géniaux à leurs films. Moi, je trouve qu'ils ont fait des très grands films, mais il y en a vraiment. Mais justement, voici le moment tant attendu, la liste, votre liste des frères Cohen. On va commencer par Philippe. Du premier au dernier, si tu veux, par exemple, tes 10 films préférés des frères Cohen. Les 10, faut que je m'en souvienne déjà. Beaucoup, 10. Les 10, oui. Alors, premier... Ou 5, si tu préfères. Bon, 5. Premier, Barton Fink. Ça, celui-là, j'idolâtre total. Wow. Deuxième, Lebowski. OK. Troisième, Blood Simple. OK. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais... Attends. Moi, il y en a un, Souffle-moi des titres. Fargo. Fargo, bien sûr, Fargo. Avant Blood Simple. Ouais. T'as oublié le plus important. Évidemment, Fargo. Laurent, à toi, tes 5 films. Alors, moi, le premier, je crois que je mettrais Fargo. Après, il y en a un que moi j'aime bien, hein, que Philippe n'a pas cité, que peu de gens citent, hein, mais je l'ai vu plusieurs fois et j'ai trouvé que c'était quand même un film qui était assez incroyable. Ça s'appelle Inside Llewyn Davis. Tu vois, j'aime beaucoup, ouais. L'histoire d'un raté, tu sais, le chanteur de folk song, mais c'est pas Dylan, tu vois, c'est un peu le Barabbas de la country music, c'est-à-dire c'est le raté, tu vois, le gars qui réussit pas. Et je trouve le film assez fort, quoi, assez qui marque, quoi. Donc je mettrais celui-là, je mettrais Barton Fink aussi. Je mettrais le Blood Simple aussi. Alors après, pour le 5e, bon, ça dépend des jours, hein, mais j'aime bien, moi j'aime quand même bien, je mettrais bien No Country for Old Men, même si je trouve que ça se casse un peu la gueule sur le dernier quart d'heure. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Alors moi, la mienne de liste ressemble un peu aux vôtres, mais elle commence à dériver. J'aimais bien Miller's Crossing aussi, mais quand je l'ai revu, je sais pas, j'étais moins emballé que quand je l'avais découvert à l'époque. Ouais, je suis pas très fan de Miller's Crossing, bizarrement, alors que j'adore les films de gangsters. Je le trouve un petit peu trop ésotérique. Et même Barton Fink, c'est limite pour moi, parce que c'est une version encore plus ésotérique de The Shining, avec un acteur qui a un writer's block dans un hôtel art déco, peuplé de fantômes. Mais donc, numéro 1, Fargo. Numéro 2, The Big Lebowski. Je crois qu'on est tous, à nous tous, notre numéro 2, c'est Lebowski. Numéro 3, Old School. Moi, je ne le mets pas, Lebowski, moi, dans ma liste. Ah, pardon. Numéro 3, Old School. Arizona Junior, parce que Nicolas Cage, parce qu'on découvre ce côté cartoon des frères Cohen, qu'ils arrivent à weaponize, ils arrivent à en faire une arme. 4e, Blood Simple, parce que là, on les découvre tout court, avec une relecture du film noir qui était très intéressante. Et 5e, ça va peut-être vous surprendre, Intolérable cruauté. Non, 5e, Buster Scruggs, parce que j'adore le western, j'aime les films à sketch, et je trouve que c'est un mariage magnifique des deux. Ensuite, je continue. El César. J'avais beaucoup aimé El César. Oui, c'est très bien. Probablement un peu moins, non? Vous aimez aussi? Ouais. Non, j'aime beaucoup, moi, celui-là. Ouais. Barton Fink, quand même, faut pas déconner, parce que c'est vrai que tu as John Goodman au sommet de sa forme et le meilleur rôle de Turturro. True Grit, qui était bien réussi dans le western, mais moins intéressant que l'original, parce que justement, je trouve que Josh Brolin, qui est un formidable acteur, est très très bien dans le film, mais il fait moins peur que Robert Duvall dans l'original avec John Wayne. Moi, j'aime pas du tout True Grit, moi. J'avais pas croché. Et on a du mal à comprendre Jeff Bridges quand il parle, mais j'aime bien aussi No Country for Old Men, dont tu parlais en particulier pour la performance de notre ami Javier Bardem en Ton Chigurh. No Country for Old Men, pendant moi, disons, allez, les trois quarts, je me disais, c'est leur meilleur film, tu vois. Et je sais pas, ça se casse complètement la gueule sur la fin, je trouve.
Ouais, c'est vrai. En tout cas, il crée un extraordinaire méchant et le film n'est pas à la hauteur du méchant. Non, mais tu dis le film, c'est quand même un affrontement entre deux personnages pendant tout le film, et il te montre pas l'issue, quoi. C'est-à-dire que on t'expédie ça en te montrant Josh Brolin mort pendant un plan de 2 Il y a secondes. une volonté de casser le classicisme, l'académisme, en frustrant un petit peu le spectateur, mais Voilà, le moi, spectateur est j'étais sorti frustré. du Ouais. film à la fin. Ouais, je suis d'accord. Il y en a 3 que j'ai pas vus, qui sont Intolérable cruauté, donc. Ça, c'est nul. Ouais, c'était très mauvais, mais Pas c'était le seul terrible. qu'ils Pas n'ont pas terrible. écrit. Un qui était pas terrible, c'était The Lady Killers, où ils C'est trouvent pas que bon. justement, ils sont pas mauvais pour la comédie, mais il faut pas que faut que ce soit vraiment mêlé au drame, parce que la comédie pure, ils ont beaucoup de mal. En plus, ça pallie vraiment en comparaison avec l'original, avec Alec Guinness. Et j'ai pas vu A Serious Man, qui Alors paraît ça, il est bien. j'ai pas vu, moi. Ça. Je l'ai Philippe? vu, c'est très bizarre, quoi. Ça ressemble pas du tout à un film des frères Cohen. Tu te souviens de rien, pratiquement. Tu te souviens d'aucune péripétie parce qu'il n'y en a pratiquement pas. Et il y a un acteur transparent, volontairement, délibérément transparent. Je l'ai complètement effacé, ce film. À propos Et, d'acteurs transparents, il y en a un là que j'avais bien aimé, c'était The Man Who Wasn't There, avec Billy oui, Bob j'adore Thornton celui-là. et J'adore Gandolfini. celui-là. Ouais, Moi, peut-être j'avais à pas aimé. redécouvrir. Et j'avais pas aimé non plus le truc là. Enfin, il y a 2, 3 trucs qui m'avaient fait marrer, mais le machin avec Brad Pitt là, Brad Pitt est très marrant, débile là, mais le machin Burn After Reading, j'avais trouvé ça Ouais. aussi un peu. Tu te demandes avec le Ah ouais. scénar, tu as l'impression qu'ils avaient écrit ça en 3 minutes, tu vois. Genre ici on déconnait avec une disque. J'ai l'impression qu'ils ont plus de mauvais films que de bons films, mais les bons films sont tellement extraordinaires que ça en fait quand même des metteurs en scène d'exception dont Mais t'as on attend l'impression le que prochain projet avec impatience. t'as l'impression que c'est comme Woody Allen, tu vois, genre ils ont plein d'idées, machin, et puis de temps en temps, Bonne comparaison, puisque leurs films sont pas chers comme Woody Allen et que les acteurs comme Woody Allen à une certaine époque, un peu moins maintenant, avaient tous envie de tourner avec lui et baisser drastiquement leur cachet, ce qui s'est passé aussi pour les frères Cohen. Ils avaient des véritables stars comme Brad Pitt ou Clooney qui avaient envie d'aller jouer des abrutis dans leurs films. et puis qui venaient pour faire un troisième rôle, tu vois, des fois, quoi. Et on oublie la comédie musicale d'après l'Odyssée d'Homère, là, comment ça s'appelait? Ah oui, Oh Brother, Where Art Thou? J'aime bien, moi, ça. Je l'ai pas vu ça, moi. J'aime bien aussi, mais dans cette trilogie des abrutis, justement, de Clooney dont je parlais avec Burn After Reading, mon préféré, c'est Hail Caesar, quand même, où passe tout le film habillé comme César, il comprend rien à ce qui lui arrive. Et il est formidable. Il y en a un que j'aime pas aussi, c'est celui avec Paul Newman, là. Ah oui, c'est leur Ah oui, film, je trouve. écrit par Sam Raimi, de Hudsucker Avec Proxy. euh, Sam Ouais. Raimi prouvant qu'il devrait se fixer à la mise en scène et pas à l'écriture de scénario. Et pourtant, je l'aime beaucoup, et dans la vie et au cinéma. Macbeth, j'ai essayé de regarder, j'ai décroché aussi. Ah justement, oui, je ne l'ai pas vu celui-là. Tu l'as vu, Philippe? Non, Ouais, mais j'ai pas Apple TV. moi non plus. Donc, The Big Lebowski, c'est aussi un film de juin. Il y a une grande tradition de films de juin, de films de bœufs dans l'histoire du cinéma. Donc, parlons-en un petit peu dans un chapitre intitulé Smoking that weed, feeling fine, got me a 40 and a fat ass dime. Donc, faut trouver le joint. Easy Rider, un petit peu d'une certaine manière. On voyait Nicholson qui fumait autour du feu avec Dennis Hopper et Peter Fonda. Il y a un film que j'aime bien qui est Pineapple Express. Vous l'avez vu? Non. C'était avec Franco et James Franco et Seth Rogen, qui est un habitué des films de buzz, qui a repris le flambeau depuis Cheech and Chong. Donc, est-ce que vous avez vu un film qui s'appelle Half Baked, Laurent? Non. C'est un film avec un grand comique, un stand-up comédien qui est un peu quand même problématique ces jours-ci, qui s'appelle David Chappelle, et qui est un film où il retrace plutôt pas mal la buzz, comme l'a fait Seth Rogen, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui, quand ils jouent la buzz à l'écran, jouent la saoulerie, comme s'ils étaient déchirés à l'alcool, et c'est pas très bien, c'est pas très crédible, c'est assez difficile de jouer un mec cassé. Demandez à Tom Cruise et Nicole Kidman dans Eyes Wide Shut. Un exemple, un vers, c'était Ciao Pantin. Vous vous rappelez de ce film avec Coluche, où il est censé être bourré en fait dans le film. Il joue le rôle d'un alcoolique et en fait il fumait énormément de pétards sur le plateau et il avait les yeux vitreux d'un mec qui fume des joints et c'est une déchéance qui est différente. C'est pour ça que je trouve que sa performance est un petit peu peut-être surestimée. Hot take. Non, mais Ciao Pantin, c'est le truc classique du gars qui fait de la comédie, qui dès qu'il fait un film dramatique, on trouve que c'est génial, tu vois, parce que tout d'un coup, on se dit, oh là là, et on savait pas qu'il savait faire ça, alors que je trouve que c'est plus facile que de... Enfin, ce qui fait Coluche dans Ciao Pantin, c'est pas très dur, hein, il fait pas grand-chose. Non, c'est vrai, ça fait partie de ces acteurs qui d'un coup ne font plus rien et on crie au génie tout d'un coup. Mais en fait, il est quand même intéressant dans le film. Moi, j'aime bien les comiques qui vont vers la dark side comme ça.
Il y a des films, est-ce que vous connaissez un film qui s'appelle Dude, à propos du Big Lebowski, Where is my car? Où est ma voiture? Je connais le titre. Le sujet, c'est deux mecs qui fument une herbe tellement forte qu'ils ont oublié où ils se sont garés. C'est quand même fort, hein? Très beau sujet. Avec Ashton Kutcher et je crois Sean William Scott, je crois, qui joue aussi dans American Pie, dont on parlait un peu plus tôt. Reefer Madness, ça tu connais, Laurent, Reefer Madness? Non. C'était un film de propagande contre l'herbe des années 50. Tu sais, j'ai très rarement fumé de la bœuf et j'ai rarement vu. Enfin, c'est pas des trucs qui me. Ah ouais, moi non plus. Moi, j'en parle. C'est un ami qui m'a tout expliqué avant l'émission. Il faut trouver le joint, là, Up in Smoke, tout ça. Je déteste ça, quoi. Enfin, ça, je l'avais vu, j'avais trouvé ça complètement con. C'est vrai, d'ailleurs, il ferait plein de films par la suite qui sont de moins en moins bons, Cheech and Chong, et ils étaient surtout drôles comme comiques, comme stand-up comedian. Ils avaient amené une espèce de vent nouveau, si j'ose dire. Mais effectivement, il y a un film, il n'y a pas longtemps, qui était bien, qui s'appelait Beach Bum. Vous ne l'aviez pas vu, avec Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, je ne l'ai pas vu. Ouais, parce que justement, Matthew McConaughey et Woody Harrelson reprennent un petit peu le flambeau, justement. Matthew McConaughey, tu aurais pu le voir dans Big Lebowski. Hein. Tu l'aurais vu avec. C'est vrai, Beach Bum, justement, d'Harmony Korine, qui est parfaitement un metteur en scène que j'aime par ailleurs, c'est son Big Lebowski. À un autre niveau, le personnage joué par Zach Galifianakis dans les films Hangover est aussi un enfant du dude. Moi, je pense que c'est un film qui est resté dans les mémoires parce que le personnage est devenu une sorte d'icône un peu, parce qu'on en fait même des gifs maintenant, tu vois. Bien sûr. Dude. Donc, mais il y a justement cette Lebowski Fest, ce festival où les gens s'habillent comme lui, boivent des White Russian. Tu demandes à la plupart des gens de te résumer le scénario de l'histoire de Big Lebowski, je pense qu'ils en sont incapables, tu vois, quoi. Ouais. C'est le côté Chandler, c'est les intrigues de Chandler qu'on avait du mal à comprendre, Philippe. C'est ça. Oui, mais c'est surtout, rappelle-toi que l'enjeu numéro 1 de Big Lebowski, c'est quand même qu'un type est venu pisser sur son tapis. C'est quand même sa motivation première. Il ne faut pas oublier ça, il en parle pendant 2 heures. C'est une des moquettes, ils ont fumé la moquette, on pourrait dire, mais c'est une des moquettes les plus connues avec celle de The Shining. Tu sais, c'est ça. Oui, puis du gars qui est pris pour quelqu'un d'autre, tu vois, la méprise. Ouais. Exactement. Je rappelle cette réplique que j'ai placée aujourd'hui sur Facebook. Un des voyous qui vient pisser sur son tapis qui lui dit « Your name is Lebowski, Lebowski ». Et je crois que le gars, il y a le blond, pas celui qui pisse sur le tapis, parce que lui, je crois que c'est un Asiatique, mais l'autre mec, tu vois, il arrive à 2 au début. Et l'autre mec, je crois que c'est celui qui, dans Mulholland Drive… Sur Mulholland Drive. Vient aussi, je sais plus, c'est pas celui qui doit tuer Naomi Watts, ou enfin il tire dans un aspirateur, je me souviens, il tue une bonne femme qui passe l'aspirateur. Et tu as aussi une scène dans Big Lebowski où tu vois 2 flics qui viennent prendre la déposition de... Ils sont très drôles, ouais. Et tu croirais les 2 flics de Lost Highway, tu sais, des mecs complètement abrutis. et par moment, c'est un côté Lynch, ou alors Lynch qui a un côté Cohen, je sais pas, par moment. Absolument, mais c'est très vrai, mais c'est le côté Los Angeles, et on voit ça aussi 4 ans avant dans Pulp Fiction, où Travolta a ce même côté hébété par la drogue et plongé au cœur de la culture. Dans Barton Fink, tu as un plan à un moment où on passe à travers, je crois que c'est un évier, non, ou je sais plus quoi, et ça fait penser au plan dans l'oreille de Blue Velvet, tu sais, un peu comme ça. C'est vrai, ou au plan virtuose de Sam Raimi, où tu étais tout d'un coup à la place d'un œil qui se faisait énucléer dans Evil Dead 2. N'ayez pas peur, c'est pas grossier. Il y a une scène dans Lebowski, qui est complètement lynchienne à 100%. C'est quand ils vont voir le spectacle du mec qui lui loue l'appartement, tu sais. Ouais. Sur une scène déserte, comme ça, il n'y a personne dans le théâtre et le type danse un truc pathétique. Ah ouais. Et c'est complètement lynchien, c'est sorti de Muller. C'est vrai, ou alors Louis Rego faisant le sketch de la valise dans Les Bronzés aussi. Hein. Tu vas rire, j'ai pas vu. T'as pas vu Les Bronzés? Jamais. Waouh. Écoute le podcast qu'on a fait. D'accord. Mais c'est la propre garde-robe de Jeff Bridges dans le film. Et c'est vrai que c'est formidable, des chaussures Méduse dont on parlait, cette espèce de gilet. T'as quand même un côté dans le dude, c'est ça aussi chez les Cohen, je pense, t'as le côté, il y a un côté un peu presque biblique, tu vois, parce que t'as l'impression que c'est une sorte de Christ un peu déchu. Alors, parce qu'on dit à la fin, il est venu pour être cool pour nous, non? C'est ça, je crois. T'as l'impression. C'est ça, ouais. Il est pas venu pour racheter nos péchés en mourant pour nous. Il est venu pour être cool pour nous. Tu vois. D'où cette religion dont je te parlais, c'était pas une blague qui existe avec cette espèce de côté ultra cool, tu vois, des préceptes du dude. Il y a pas un mec qui s'appelle Jésus dans le film, c'est pas lui, mais il y en a un autre. Et lui, il a une dégaine un peu de Christ, un peu Christ qui aurait fumé des joints, tu vois, un peu comme ça. C'est vrai, mais ne mettons pas la charrue avant la bœuf.
Et c'est vrai que tu parles de ce look christique, ils sont très branchés coiffure et poils faciaux, les frères Cohen. On voit cette étrange coiffure de Beatles, de Javier Bardem dans No Country for Old Men. Quand il a fait les essayages, la tête de Bardem, quand il a vu ça, il a dit, mais les gars, vous me voulez du mal, quoi. Vous pouvez... Ça a été très difficile de draguer pour le tournage. Et un peu comme pour Vincent D'Onofrio, qui a été obligé de devenir très gros et chauve pendant des années, quasiment pour Kubrick dans Full Metal Jacket. Vous aimez les séquences de rêve? Vous aimez les films de gladiateurs, mes petits garçons? Moi, je déteste pas. Bien. Parce que vous aimez les comédies musicales, non, déjà? Non, je déteste. Moi. Ah oui, moi, les Bugsy Beckerley, tout ça, j'aime pas ça, moi. Mais là, j'aime bien la séquence où on le voit. Mais apparemment, les frères Cohen aussi, parce qu'ils nous refont le coup dans Hail Caesar, tu sais, avec Scarlett Johansson qui nage dans l'eau, c'est très joli d'ailleurs. Et ils font d'ailleurs aussi un numéro musical avec Alden Ehrenreich, tu sais. Il y a Christophe Lambert qui fait un réalisateur dans Hail Caesar. C'est ça. Là-dedans, quoi, tu vois. Ouais. Et dans Buster Scruggs, il y a des formidables numéros musicaux quand il chante Cool Water, tu sais, quand Buster Scruggs lui-même arrive en chantant dans ce canyon. Roger Dickens, le grand Roger Dickens à la lumière, ça fait quand même une différence. En plus, ils ont voulu cette fois-ci, non pas un côté film noir, mais un côté au contraire lumineux et poppy, comme ils disent, qui va avec le bowling, si tu veux. C'est vrai que par moment, on a presque l'impression d'être dans un film de John Waters, par le choix des couleurs ou le côté un peu outré. Moi, c'est le personnage de Julianne Moore que je trouve pas très intéressant dans le film. C'est ce que je disais aussi. Il fallait un personnage féminin un peu plus fort et un peu mieux écrit, parce qu'elle est une grande actrice, mais elle a une note à jouer. C'est inspiré en partie de Yoko Ono, si tu veux, et puis c'est un petit gag dans un Saturday Night Live, tu vois ce que je veux dire, par rapport au reste du film. Julianne Moore, c'est censé être la fille du Big Lebowski, mais on les voit jamais ensemble, en fait. Je crois qu'il n'y a aucune scène où on les voit ensemble. Non. Elle est toujours dans son atelier, je crois. Ouais. Même si c'est la vraie fille, tu vois, parce que ça fait un truc un peu bizarre, je trouve. C'est vrai. 11 semaines de tournage, c'est relativement rapide. Los Angeles et ses alentours. Il y a un truc qui m'a amusé dans les trivia que j'ai lus, c'est que Jeff, le dude, allait voir les frères Cohen avant chaque prise et leur demandait est-ce que le dude s'en est grillé un avant d'arriver dans la scène, tu vois. Et selon ce que disaient les frères Cohen, c'était souvent oui, bien sûr. Il allait dans un coin du studio et il se frottait les yeux parce qu'il n'allait pas se mettre à fumer de l'herbe comme un fou. C'est très difficile de faire 15 prises quand on est déchiré à l'herbe. C'est un ami qui me l'a dit aussi une fois de plus. Tu as des bons amis. Ne buvez pas dans les... Carter Burwell est un personnage très important pour les frères Cohen. C'est lui qui s'occupe de leur musique. On voit que le film est un véritable jukebox avec beaucoup de musique qu'il a eu finalement pour peu cher, comme on dit dans le Sud, moins que leur prix habituel, parce que Carter Burwell étant un musicien, il est allé les voir directement et leur a parlé d'égal à égal. On voit d'ailleurs que le dude a été roadie pour Metallica. Vous avez vu? Il le dit dans le film. J'y crois à moitié, moi. Et chaque personnage a sa signature musicale et son propre genre de musique, un petit peu, tu vois, du flamenco au rock 70s. Philip Seymour Hoffman est extraordinaire. Il y avait un autre acteur qui était pressenti qui s'appelle David Cross pour jouer le rôle, qui est un très grand stand-up comédien américain. Et il a vu le film après, une fois qu'il a été fait et qu'il n'avait pas été choisi. Il a dit « Ah oui, c'était comme ça qu'il fallait le jouer, effectivement. » Il a compris qu'il y avait un mec qui était 10 fois meilleur que lui, qui était Philip Seymour Hoffman, qui m'a fait penser à Monsieur Smithers, tu sais, le subalterne de Monsieur Burns dans Les Simpsons. Là, je connais pas trop ça. Je pense que quand tu avais lu ce scénario-là, ça devait être très déconcertant parce que tu devais te demander ce que ça allait donner. Je suis pas sûr que les gens qui lisaient le scénario avaient une idée très précise du film. Non, mais ils arrivaient auréolés de leur Oscar avec Fargo et d'un film qui avait été un gros succès, tu vois, avec un budget en plus qui était moindre. Donc tout le monde leur faisait confiance d'une certaine manière et ils ont eu bien raison. John Goodman dit que c'est son rôle préféré. Il est extraordinaire, Goodman. Il est extraordinaire. Il est encore mieux que dans Barton Fink où il était déjà énorme. C'est une fois de plus un moteur de comédie comme les Bernard Blier ou ces gens comme ça. Le film passe de vitesse quand il est à l'écran et il est tout le temps fantastique chez les frères Cohen, même jusqu'à Inside Llewyn Davis où il est dedans aussi. Aussi, ouais. Ouais, il était dans Oh Brother aussi où il joue le Cyclope. Ouais, exactement. Et puis un mec du Ku Klux Klan. Avec William Forsythe dans Arizona Junior, il faisait deux bagnards extraordinaires de Forçat, dignes de Popeye ou de bande dessinée. Ils étaient fantastiques. Il jaillissait de la terre, tu te souviens? Jaillissait de la terre. Comme deux golems, il naissait de la terre, effectivement. Et il sortait en hurlant comme une espèce de cri primal. Avec la caméra qui s'élève autour d'eux, qui est un plan très ironique des frères Cohen qu'on retrouve au moment de la mort de Shut the fuck up, Donnie.
où il a une attaque cardiaque dans le parking. Et oui, là aussi, tu vois, quand je te parle de la déconstruction du polar, dans un polar, le mec, il prend une balle. Pour une bastos. Là, il a peur, il se paye un infarctus, tu vois. Mais au départ, ils lui disent il s'est fait descendre et les mecs disent mais il n'y a pas de coup de feu. Et la caméra monte en l'air comme au Vietnam. Tu as vu, ils lui font son plan de Vietnam imaginé à Goodman. Le Dude, ils ont bien fait de ne pas faire de suite, par ce pauvre film dont nous parlions précédemment, mais il est revenu pour une publicité pour Stella Artois, malheureusement. Jeff Bridges, qui a dû être payé énormément d'argent. Pour le Super Bowl, tu sais, il y a de temps en temps des publicités un petit peu deluxe, où il paye les acteurs une fortune, et il s'est rhabillé, il a remis son vieux gilet et ses chaussures méduses, et il croise même Sarah Jessica Parker, je crois qu'elle s'appelle, de Sex and the City, dans le film, aussi une espèce de best-of, mash-up. Ils auraient pu le faire repasser dans un de leurs films, tu vois, comme un caméo. Oui, mais c'est ça que j'aime bien chez les frères Cohen, c'est que justement, à chaque fois, ils proposent un truc différent, et j'aimerais bien qu'ils en refassent un autre, en fait. C'est dommage que... Ouais, mais enfin, tu sais, vu que Macbeth, là, ça n'a pas été très concluant. John Goodman dit que, comme dans Fargo, tout est écrit à la virgule près, au man, au phoque près. On voit qu'il y a un nombre de phoques, de man et de dude énorme dans le film, digne d'un film de Scorsese. Et Jeff, lui, dit qu'il y a eu des impros quand même. Pas beaucoup, mais quelques-unes. Et qui truffent également le film. Peut-être qu'ils ont fait des impros en amont, comme Marcel, ou comme ils avaient fait sur Dog Day Afternoon, ou pas mal des films dont on a parlé précédemment. Ils se sont bien beaucoup marrés sur le set, t'as vu, c'est pas du tout des endroits torturés, les sets des frères Cohen. Et apparemment, ils se sont tous bien éclatés, ce qui explique peut-être pourquoi c'est un des meilleurs souvenirs de John Goodman aussi, parce qu'ils sont non seulement bons à l'arrivée, mais en plus, ils arrivent à créer dans une ambiance extrêmement amicale, on va dire. 160 fois le mot dude, 292 fois le mot phoque. Est-ce qu'un de vous deux peut se mettre à parler avant que je devienne fou? Et nos auditeurs avec. De quoi tu veux qu'on parle? Est-ce que vous connaissez la traduction de This is what happens when you fuck a stranger in the ass? Comment ils ont traduit ça pour la télévision américaine? Ouais, c'était when you find a stranger in the Alps, je crois. quand tu trouves un étranger dans les Alpes. C'est quand même assez recherché, quoi. Et comme dans les films de Scorsese, ils ont été obligés d'être extrêmement créatifs quand il a fallu faire le dubbing, le doublage pour les avions ou pour la télévision. Scarface, c'était quand il y a une scène au début, tu sais, quand les flics l'interrogent, ils lui disent la balafre, comment tu t'es fait ça en bouffant le cul d'une fille, tu vois. Enfin, dans la version américaine, c'est eating pussy, tu vois. Et dans la version télévisée, c'est en bouffant de l'ananas. Eating pineapple, tu vois, tu sais pas le truc, mais. Je crois que c'est dans le Blu-ray ou le DVD, il y a les scènes qui sont montrées avec la version télé, c'est vraiment à se pisser dessus, quoi. Tu vois, Est-ce que vous connaissez la recette du White Russian, Philippe? Ouais. Alors vas-y, dis-nous. Vodka, ouais, crème de café, ouais, et je crois crème fraîche. Exactement. Bravo, c'est à la fois. Et j'en ai jamais bu. Ah ouais, moi non plus, mais c'est à la fois. Kahlua, c'est quoi le Kahlua? C'est une liqueur de café. Ah oui, liqueur de café. Oui. Ouais, en fait, si tu veux, c'est une recette qui est à la fois simple et grossissante. C'est comme si tu te saoulais avec un dessert. Il y a 2 tiers de vodka. Je recommande Grey Goose ou Tito, une formidable vodka mexicaine. 1 tiers de liqueur de café, effectivement, type Kahlua, comme nous disait Philippe, qui est un grand spécialiste, bien qu'il n'en ait jamais bu. Et un peu de crème fraîche. La crème fraîche? Ouais, c'est un ami à toi qui te l'a dit aussi, Philippe? Non, je crois que j'avais demandé. Pour un ami. Il y a longtemps, j'avais demandé dans un bar où un ami était allé. Et il faut servir, bien sûr, on the rocks, dans un verre bas. Je sais pas ce que ça veut dire. Les verres, tu sais, les gros verres larges. Ouais. À propos, le film est devenu tellement culte qu'il y a un bar à Reykjavik, en Islande. Tu sais, comme il y a un bar pour Giger à Tokyo, au Japon, je ne sais pas s'il existe toujours, ou alors que Tarantino aussi est une espèce d'idole, de dieu vivant au Japon. Eh ben, c'est des films qui vivent à travers le culte, et c'est Lebowski Fest chaque année. Je pense que les mecs, ça les a complètement dépassés. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que le truc devienne culte comme ça, tu vois. Ouais. Oui, ils le disent d'ailleurs, les frères Cohen, quand on leur pose la question, ils disent que les gens sont beaucoup plus investis dans ce film que nous le sommes nous-mêmes. Ouais. Je pense qu'ils ont dû faire ça pour se marrer en croyant que ça allait être. Mais il y a eu une survivance après qui a dû les dépasser, je pense. Il y a un truc unique dans ce film qui
qui est très difficile à définir, qui est une espèce de joie de vivre, de je m'en foutisme complet, tu vois, et ça se traduit pas seulement dans les personnages, mais dans l'histoire. C'est-à-dire, on s'en fout, en fait, de ce qui se passe. Tout le monde s'en fout, d'ailleurs. Absolument. Et une espèce d'état de grâce qu'on a un peu dans Pulp Fiction aussi, avec ces personnages, cette histoire picaresque et ces personnages qui se télescopent. Et avec des moments de comique quand même extraordinaires. Rappelle-toi la scène où John Goodman accuse Lebowski de ne pas être infirme. Et qui le soulève du fauteuil en disant walk son of a bitch, je sais pas quoi, et l'autre s'écroule comme une merde. Il dit Artung baby, il lui dit, tu sais. On par terre en disant Artung baby. Et ça, c'est peut-être une référence justement à Fol Amour, parce que tu as des passages de burlesque. Non, mais il n'y a pas un disque de U2 qui s'appelle comme ça aussi? Oui, mais c'est postérieur à ça, je pense. À moins que non, peut-être. En tous les cas, tu dois avoir raison comme d'habitude. Burn After Reading, ça voulait aussi une espèce de truc, mais je trouve que ça y parvenait pas, quoi. Parce que le personnage de Brad Pitt, qui est un espèce d'imbécile, tu vois, aurait pu être culte aussi, mais d'abord c'est un second rôle. Mais je trouve que moi c'était la seule chose que j'avais aimé dans ce film. C'est drôle, c'est vrai ce que tu dis, parce qu'on a presque l'impression d'un à la manière des frères Cohen, et pas un film des frères Cohen. Ouais. C'est très. Je me souviens moi d'un plan de Frances McDormand qui m'avait fait pleurer de rire, où elle hurlait de rire justement devant un film, tu te souviens pas? Un rire absolument monstrueux en mangeant des pop-corn. Au cinéma avec Clooney, ouais. Parce qu'il la drague, il la rencontre sur des sites de rencontres, je crois. Mais après, tu as une scène t'as 3 scènes pour te montrer Clooney en train de construire un truc et tu t'aperçois que c'est un fauteuil où il y a un godemichet qui est censé. C'est une espèce de truc de pervers sexuel et c'est vraiment des vannes, tu vois. Ça vole pas très haut, je trouve, quand même, dans le truc. Mais vous avez vu Julianne Moore et Philippe Seymour Hoffman ont fait plein de films ensemble, Boogie Nights, mais aussi la série des Hunger Games. Ils sont dans 2 Hunger Games, et aussi Magnolia. D'ailleurs, Boogie Nights, c'est un formidable film sur Los Angeles, sur la vallée. J'aimerais bien le faire un jour avec vous en ciné-chat. Magnolia, c'est un film, c'est sur Los Angeles aussi, Magnolia. Ouais, mais je crois que je préfère même Boogie Nights, qui a justement cette dimension scorsésienne que tu adores, Laurent, comme dans Goodfellas. Mais tu as vu, à travers leurs films, les frères Cohen, on a l'impression que, comme justement Pesci avec Scorsese, ils réduisent à néant petit à petit Buscemi, parce que dans Miller's Crossing, il se fait buter, je crois, dans la forêt. Dans Fargo, il est passé dans un wood chipper, tu vois, il est réduit en... Et celui-là, c'est carrément des cendres, tu as vu? Ouais. Oui, mais la scène est bien, quoi, quand ils balancent les cendres et que ça leur revient dans la gueule. Ah oui, magnifique. Ou l'autre a sur l'obsession du Vietnam, alors que ça n'a rien à voir avec ce dont il vient de parler. Mais quand il n'arrive pas à parler dans le film Buscemi. Chaque fois qu'il ouvre la gueule, et puis c'est pas forcément idiot ce qu'il dit. Comme vous avec moi dans l'émission. Voilà, c'est ça. Mais tu as vu, c'est une buddy story avec 2 gros. C'est Hardy et Hardy. C'est assez rare. En général, tu as plutôt un fluet et un costaud. Mais là, c'est 2 beaux spécimens. Moi, je pense que c'est très difficile à faire un film comme ça, parce que d'arriver à ce que l'histoire comme ça reste confus, mais bon, si tu veux comprendre, tu comprends quand même, mais ne pas arriver... Bon, il y a des gens qui se perdent, hein. Moi je connais des gens qui ne tiennent pas, mais quand même, en le revoyant, moi je voyais que tu peux à peu près expliquer tout, hein. C'est pas un truc où tu te dis là... Mais je pense que c'est quand même très compliqué. Fait par un autre réalisateur, ça devait être... C'est pour ça que les films des frères Cohen, parce qu'ils ont écrit des scénarios pour d'autres réalisateurs, et je trouve souvent que c'est pas très concluant, tu vois, parce que c'est des mecs qui ont quand même un univers tellement particulier. Ils avaient fait le remake de Gambit, tu sais, un film de Ronald Neame avec Michael Caine et Shirley MacLaine. Ils l'avaient refait avec Colin Firth et avec Cameron Diaz, je crois. Et ça avait été tourné par un autre réalisateur, mais c'était eux qui l'avaient écrit. Et franchement, c'était vraiment pas bon du tout, tu vois. Et peut-être que s'ils l'avaient fait eux, ça aurait été... Et ils avaient fait des scénarios très curieux. Ils avaient fait un film pour Angelina Jolie réalisatrice, tu vois, un truc qui s'appelle Invincible. Ouais, c'est vrai. Pour payer leurs impôts. Et un film pour Spielberg aussi, quoi, qui était très bizarre, où il n'y avait absolument pas leur... Bridge of Spies, c'est celui-là? C'est absolument pas un film des frères Cohen, tu vois, tu te demandes... Mais ces personnages, pour revenir au Big Lebowski, ces personnages m'ont fait penser aussi à la comédie italienne, en particulier aux pigeons. C'est les mêmes losers. C'est vrai. Magnifique. Pour en revenir à ce que disait Laurent sur le fait qu'il faut qu'ils réalisent leur scénario, je pense qu'il y a une part énorme de direction d'acteurs. C'est-à-dire qu'ils jouent tous sur la même tonalité qui est impassible, pince sans rire et pas du tout au 2e degré. Et ça, pour tenir ça, tu vois, c'est-à-dire faire des grosses comédies sans déconner eux-mêmes, sans faire de clin d'œil et sans montrer qu'ils sont plus malins que les personnages, c'est très fort parce que, tu vois, Goodman, par exemple, il joue le plus énorme gros con
qui ait jamais existé au cinéma, tu vois. Mais il le fait avec un sérieux et une intensité incroyable, tu vois. C'est un acteur extraordinaire, Goodman. Vous avez vu 10 Cloverfield Lane, où il fait le méchant? Oui, Ouais. très bien. Il est extraordinaire. Ça m'a fait regretter qu'il n'ait pas eu un film genre Un justicier dans la ville ou Taken, où tout d'un coup ils partent en vengeance, un truc très noir, très dramatique, comme ils ont fait avec Nobody, tu sais, où ils soient. Parce que c'est Il jouait vraiment le méchant. Il jouait le méchant dans un film de Vigilante avec Kevin Bacon. Ah oui, dans celui, dans Death Oui, Sentence. Death Sentence, il jouait le trafiquant d'armes. Ah, c'est drôle, mais j'ai imaginé qu'il aurait pu avoir une carrière plus à la Gene Hackman, presque, tu vois. Oui, c'est vrai. Parce qu'il a, il a cette. Il a toujours fait le second rôle, en fait. Hein. Ouais, et souvent des comédies, effectivement, où il est extraordinaire, il est très drôle, parce qu'il est, comme on l'a dit, il peut tout faire. Comme Philip Seymour Hoffman, qui est aussi drôle dans la comédie que dans le drame. Je ne sais pas si vous avez vu un film qui n'était pas terrible, mais où lui était exceptionnel, qui s'appelle Along Came Polly, avec Ben Stiller. Non. Il regarde sur YouTube le moment où il tombe, il y a une chute, et il fait ça comme un grand auteur de. C'est Buster Keaton tout d'un coup, Philip Seymour Hoffman. Et il a un rôle profondément comique dans le film, et il est extraordinaire de drôlerie, comme dans Big Lebowski, alors que c'est un acteur dramatique, comme on l'a vu, merveilleux aussi par ailleurs. Et puis il faisait l'avocat cocaïné là, dans Flight, tu sais, le film avec Denzel Washington. Il était vachement bien aussi. Là. À propos de vol, il vole souvent d'ailleurs. La vedette à tout le monde. Il avait un film avec Tom Hanks aussi où il faisait une espèce de mec moustachu furieux sur une des guerres, je sais plus quoi. Et à chaque fois qu'il passe, il volait la vedette à tout le monde. Avec Julia Roberts. C'est ça, voilà. Ouais. Une histoire vraie. Moi, la première fois que je l'ai vu, je crois que c'est dans Sea of Love, le film avec Al Pacino, tu sais, le polar, où il faisait son comparse. Là, Ah, tu parles de Goodman, là, ouais, effectivement. Ouais. Moi, je parlais on a confondu avec Seymour Hoffman. Mais Goodman, effectivement, il était avant dans Roseanne Barr. Et il a fait des pubs aussi pour In-N-Out, le meilleur burger de la côte ouest, qui est mentionné plusieurs fois dans Big Lebowski. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais le film a un côté très Looney Tunes, en particulier dans les séquences de rêve, tu sais, quand il est attiré par sa boule de bowling vers le bas, c'est Will Coyote et Bip Bip. Comme Sam Raimi, ils ont aussi bien vu beaucoup de télévision et beaucoup de films, mais également énormément de cartoons, comme Joe Dante ou tous ces gens-là. On retrouve une grande influence du cartoon dans la façon de mettre en scène les films. Tu as carrément des scènes où il plane, où tu le vois voler. Oui, comme Superman, ouais. J'ai l'impression qu'il voit la fille sur le tapis volant, tu vois, et il essaye de la suivre comme ça. Exactement. Et même dans Ce que j'adore, c'est qu'il nage. Tu te souviens, au lieu de voler comme Superman, il nage. Ouais. Même dans Arizona Junior, il y avait beaucoup de références à Bip Bip le Coyote, jusqu'au tatouage. Woody Woodpecker, ouais. C'est un scénario où ils font tout ce qu'il ne faut pas faire, tu vois, parce que c'est très confus, parce que y a les premiers mecs qui viennent pisser sur son tapis, tout ça, tu as les mecs qui viennent avec Julianne Moore, après, c'est pas les mêmes, tu vois, tu as quand même le gars, il y a 2 leurres, tu as quand même à chaque fois il lui vole le tapis 2 fois, enfin, c'est un micmac, tu vois, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire quand tu écris un scénario. C'est ce que je disais au début, en fait, ils ont déconstruit au point, je pense que c'est délibéré, quand ils trouvaient que ça se tenait un peu trop bien, ils devaient démolir, tu vois, tellement c'est effectivement ni fait ni à faire, le scénario. Et le bowling, ça sert à rien, tu vois, parce que Goldman, lui, avait tendance à regarder les trucs, tu vois, où il te dit, si tu montes le bowling au début, tu vois, c'est comme les trucs de Tchekhov, où quand tu vois le fusil accroché au mur, à l'acte 3, il faut que le fusil tire. Bah là, non, tu vois, le bowling, ça pourrait être le tennis, ça pourrait être n'importe quoi, ça n'a aucune importance. Il y a des scènes complètement dérivatives, tu sais, quand ils vont voir l'ancien scénariste de Branded, et que le mec est dans un poumon d'acier. Ah oui, ouais. Ça sert strictement à rien. Mais ça me fait penser un peu aux déambulations de Tarantino sur Il était une fois à Hollywood. Alors ça, franchement, encore aujourd'hui, j'ai rien compris. Voilà, il y a quand même ça, j'ai pas bien compris. Si, le môme, l'ado, là, il est imbécile, il a volé leur voiture. La voiture pourquoi tu trouves la rédaction du gamin dans la bagnole? Parce que c'est comme ça qu'il remonte jusqu'au gamin. Mais pourquoi une rédaction? Parce qu'il a oublié ses devoirs dans la voiture qu'il a volé. Ça, je comprends pas bien. Laurent et Philippe, à votre avis, Jackie Treehorn, le personnage joué par Ben Gazzara, est-ce qu'il est basé sur un véritable producteur? Moi, j'ai pensé à Bob Guccione. Ouais, peut-être. Peut-être. Spécial Caligula, bientôt dans Cinéchat. Il paraît qu'il avait une cuillère, un truc autour du cou, tu sais, comme un pendentif, c'était pour la coke. Ah ouais. Dans les années 70, c'était un statut social, effectivement. Tout d'un coup, tu avais une lame de rasoir en or en pendentif. Ça fait très penser au privé aussi. Hein. Ouais. Enfin, le passage avec Ben Gazzara, ça fait un peu penser à Altman aussi.
Et il y a un passage qui m'a fait penser une fois de plus à Kubrick, parce qu'il y a beaucoup de références à Kubrick chez les frères Cohen, mais de façon déguisée, en général pas, pas trop on the nose en général. C'est le moment où il est cette grande scène avec le shérif de Malibu. Il est filmé comme Harley Hermy dans Full Metal Jacket. Ouais. Quand il hurle après le dude. Et il lui balance son mug à la gueule. Je trouve que c'est des images que tu n'oublies pas. Ce qu'ils ont de Kubrick, si tu veux, c'est le côté, tu vois, le côté Barry Lyndon, c'est-à-dire pas faire Napoléon, mais faire un mec complètement insignifiant, quoi. C'est l'histoire, raconter comme une épopée l'histoire d'un mec qui est insignifiant, que personne ne connaît. Exactement, avec une voix omnisciente, et il lui envoie sa mug au visage, comme Barry Lyndon envoie la mug au visage du capitaine Quinn. Ouais, mais je pense pas qu'ils auraient fait, parce que Barry Lyndon, c'est pas du tout caricatural, tu vois. Autant le Dr. Folamour, tu vois bien les Cohen dans ce genre-là, autant un film très grave, comme ça, très figé, très... Mais comme tu disais, No Country for Old Men a très peu d'humour. Oui, mais c'est pas, tu vois, c'est pas le style, c'est pas le style de Barry Lyndon. J'ai jamais vu les Cohen faire un film comme Barry Lyndon, alors que t'as certains passages de leur film, oui, qu'on peut penser à... Mais ils n'ont jamais fait un très très gros budget. Ils ont toujours été justement en dessous du radar, ce qui leur a permis de faire des films. Le Grand Saut, c'était un énorme budget, c'était Joel Silver. Oui, mais c'est Joel Silver, effectivement, mais après ça, ils sont repartis vers ce qu'ils savaient mieux faire. Ça a été un bide, ça a été un énorme bide, effectivement. Il y a des gens qui le redécouvrent ces jours-ci comme une espèce de culte film, mais c'était pas terrible, je me rappelle quand même personnellement. J'avais pas aimé du tout. Et il y a un acteur des frères Cohen que j'aime beaucoup, qu'on retrouve ici, qui est John Polito. Extraordinaire. J'ai pensé que c'était un peu le Jean Benguigui américain. Lui, j'ai pas bien compris non plus ce qu'il vient foutre là-dedans. Mais il vient rappeler, si j'ai bien compris, pour moi, il vient rappeler que c'est quand même un polar, une histoire de privé, donc il faut bien qu'on montre un privé, sinon il n'y en a pas. Donc, un privé qui apparaît 2 minutes, et l'autre envoie chier. Il dit dégage, je veux plus te voir, et voilà, c'est terminé. C'est très drôle. C'est une scène effectivement tout à fait comique. Et Laurent, tu parlais de personnage Christie qui m'a fait penser aussi à un vieux Jim Morrison, tu sais, dans la dernière partie de sa vie, le dude. Ouais. Mais moi, j'ai toujours trouvé que Val Kilmer et Jeff Bridges se ressemblaient, enfin, en tout cas au début de leur carrière. Tu vois, quand tu voyais les premiers films avec Val Kilmer, la Kill Me Again, tu vois, des films comme ça. Ouais, intéressant, ouais. C'est vraiment à Jeff Bridges jeune. Tu vois. Val Kilmer, c'est un Jeff Bridges pas cool, en fait. C'est ça. Kilmer Again. Il a fait une suite, Last Picture Show, il y a eu une suite qui n'était pas terrible du tout, qui s'appelait Texasville, ouais. Ah ouais. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. C'est pas si nul que ça, mais il faut avoir vu l'autre juste avant, quoi. Mais moi, je ne suis pas un fou de The Last Picture Show. Hein. Je ne trouve pas que c'est si génial que ça. Tu vois. Je ne l'ai pas vu, celui-là. Toi, tu n'as pas vu Les Bronzés, moi, je n'ai pas vu Last Picture Show. Ah ouais? J'adore, moi. Ouais. J'ai adoré. Il faut que je le voie. C'est la même chose que Les Bronzés, un peu, non? C'est exactement pareil. Mais il y a un truc qui est très drôle dans le film, c'est quand Buscemi fait pas de strike, tu sais, au bowling, et il comprend qu'il va mourir d'une certaine manière, t'as vu? Il y a quelque chose qui passe dans ses yeux, et c'est la fin est écrite. We want the money, les Basquiers. Non, puis t'as le truc de l'angoisse de la castration aussi pendant tout le film, tu vois. C'est, ouais. Ils n'arrêtent pas de parler, ils vont te couper la... Même le gamin, quand il l'interroge, il lui dit « on va te couper la bite si tu veux. » Oui, c'est vrai. Le Johnson, il dit « on va te couper le Johnson. » Un vieil argot aussi. Mais il paraît que l'anecdote des cendres avec Donnie, Shut the fuck up Donnie, il paraît que c'est véritablement arrivé à une connaissance des frères Cohen. Donc, ils se sont retrouvés à asperger des cendres du défunt. Et ça m'a fait penser à une légende urbaine, je ne sais pas si elle est vraie, peut-être que Philippe, qui est un spécialiste, pourra corroborer. Il paraît que Keith Richards aurait sniffé les cendres de son père. Là, non, je ne peux pas te confirmer. Mais je crois que c'est ce qu'il dit, c'est pas dans ses mémoires. Je crois qu'il peut-être, ça doit être ça, ouais. Ils ont du mal à finir leurs films, un peu les frères Cohen en général, comme certains films de Bertrand Blier, et surtout comme Ciné Chat. Tu aurais bien vu Bertrand Blier faire un truc comme ça en France, je ne dis pas que ça aurait été... Mais un machin décousu, tu vois, il prenait ce chemin-là à un moment aussi. Hein, Donc tu veux dire que mélanger avec les valseuses, c'est une bonne idée en fait. L'équivalent français, tu vois, de ce genre de film, Blier faire des trucs comme ça, un peu qui partaient dans tous les sens, où il y avait un personnage un peu marrant, mais... Ce qu'on appelle un peu des ovnis, des films qu'on a du mal à catégoriser. C'est moins maîtrisé chez Blier. Que vous avez intérêt à aimer, car on sait où vous habitez.
Bien, mes cinébuddies, merci pour ce trip, cette randonnée psychédélique au pays du dude et tous ses amis. Qu'avons-nous appris? Rien. J'ai trop fumé, j'ai tout oublié. Sinon, que c'est un plaisir de vous retrouver, même par écran interposé, virtuellement, comme dans Tron, un autre grand film avec le dude dont on devrait parler un jour, dans Cinéchat. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts. Plus, souscrivez aux vidéos de Romain Lenhoff, aux fantastiques vidéos de Romain Lenhoff sur YouTube. Et maintenant, vous connaissez la musique, you know the drill, vos noms et vos phrases signatures. Philippe Sedbon. Shut the fuck up, Donny. Laurent Vachaud, don't fuck with the Vachaud. C'est bien d'avoir fait très nonchalant comme ça. Tu peux nous le faire avec la voix de Polanski, t'as promis? Non, pas aujourd'hui. Jean Weber pour Abracadapod et Cinéchat, signing off. Et maintenant, allez les gars, avec moi. Don't bogart the joint, my friend. Pass it over to me, my friend. Don't bogart that joint, my friend. Je te rappelle, Philippe, au début de nos émissions, quand j'avais oublié d'enregistrer Vol au-dessus des nids de coucou et je m'en suis rendu compte au bout de 45 minutes. C'était le bon temps. Je me rappelle ta tête, on ne se connaissait pas encore très très bien et tu avais maîtrisé ta rage de façon magnifique. C'était un maître zen, ça m'a beaucoup appris. Il y a des mecs qui étaient venus me filmer chez moi pour un supplément DVD, je ne sais plus sur quel film. Ils font entièrement l'interview, ils s'en vont, machin. Une semaine après, quand même, ils me rappellent pour me dire que le son n'a rien enregistré, quand même. Tu vois, t'imagines la bande de casser. Et à la fin, en conclusion, je chanterai une petite chanson de Easy Rider. Donc, si vous voulez vous joindre à moi, vous êtes les bienvenus. Hein. Oh, le salaud, on va encore passer. Alors, c'est parti. Que disiez-vous? Et bienvenue dans Cinéchat.